Alors voici mon tuto complet pour débutants sur l'Insta360 X3. À la fin de la vidéo, vous saurez toutes ses caractéristiques, ce qu'elle peut faire et aussi bien sûr comment vous en servir. On verra différentes choses, il y aura 4 parties que je mettrai en timecode sous la vidéo pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. On verra d'abord tout ce qui est design et caractéristiques, on va dire extérieures. On verra ensuite tout ce qui est menu et réglage sur l'écran intégré. Après on verra tout ce qui est application et enfin tout ce qui est logiciel PC ou Mac. J'ai fait aussi un test complet de la caméra dont je mets le lien en description sous la vidéo. Il y a beaucoup de boulot, alors c'est parti. Alors on commence par la base, la X3 c'est bien sûr une caméra 360 qui filme dans toutes les directions et elle filme grâce à 2 objectifs qui sont ici, là, et après l'image que chacun des objectifs prend est assemblée en interne dans la caméra avec un très léger angle mort qui fait que tout ce qui est proche de la caméra sur la tranche comme ça disparaît. C'est pour ça que quand on y branche une perche à selfie, donc pas de vis qui est en dessous là, et bien cette perche disparaît et on a un peu l'impression que c'est un drone qui nous suit. Ça c'est commun à toutes les caméras 360 et donc voilà comment marche la X3. Sinon elle vient remplacer ou plutôt mettre à jour la One X2 qui est ici. Cette One X2 elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la X3 sauf que elle est un peu plus petite, elle est moins épaisse que la X3. Niveau dimension c'est très proche, mis à part cette épaisseur moindre pour la One X2 et bien sûr autre différence notable à l'extérieur c'est l'écran qui était assez petit et rond sur la One X2 et qui est beaucoup plus grand, 2,29 pouces et rectangulaire sur la X3. Ça on le verra après quand on parlera des menus et de l'écran. Sinon mis à part ça comme différence il y a aussi la batterie qui est plus grosse sur la X3 que sur la One X2, plus grosse en capacité de 400 mAh mais aussi d'une taille légèrement différente qui fait qu'elle n'est pas compatible avec la One X2 et vice versa, la batterie de la One X2 ne rentre pas dans le logement de batterie de la X3. Voilà pour les différences on va dire principales, mais tout ça encore une fois j'en parle en détail dans mon test complet de la X3. Alors bien sûr, comme d'hab, ces 2 objectifs, faut en prendre vraiment super soin, faut y faire vraiment très attention. Si la caméra tombe même de pas très haut comme ça sur un objectif, il peut se rayer et après c'est foutu, faut la renvoyer en SAV pour changer l'objectif. Donc pour ça, faut mettre tout le temps la protection. Moi je mets tout le temps dès que je m'en sers pas la protection. Il y a 2 styles de protection, il y a soit celle-ci qui est celle que je préfère parce que je peux la mettre et avoir accès au reste de la caméra pour la charger par exemple. L'autre protection, on dirait un peu du néoprène, elle vient recouvrir intégralement la caméra et il y a quand même un petit trou qui est prévu pour laisser accès à la trappe de recharge, donc on peut quand même laisser la trappe ouverte pour charger pendant qu'on a mis la housse, mais globalement c'est quand même moins pratique je trouve, en tout cas par rapport à comment moi j'aime m'en servir, et donc j'utilise tout le temps cette protection là juste en caoutchouc sur le dessus. Bref, point très important, sur toutes les caméras 360, pensez bien à protéger tout le temps vos 2 objectifs. Sinon, cette X3 en façade, sous l'écran, on retrouve 2 boutons et au milieu un petit micro. Sur une tranche, on a encore 2 boutons ici. On verra après à quoi servent tous ces boutons. Et sur l'autre tranche, on retrouve 2 trappes. Alors la trappe du haut, c'est une petite trappe. Elle sert à plusieurs choses. D'une part, on peut venir y brancher un câble USB-C pour la brancher à un PC ou un Mac pour décharger les fichiers photo-vidéo qui sont dessus sur le disque dur. D'autre part, on peut la charger comme ça aussi, en USB-C. Et enfin, elle peut servir aussi à y brancher un petit adaptateur que j'ai ici pour s'en servir avec un micro externe. Donc moi, sur certains plans, je vais l'utiliser dans mon test de la X3. Pour ça, on vient enlever la trappe, on tire dessus juste comme ça pour l'enlever, si j'y arrive. Voilà, et on vient brancher le petit adaptateur pour micro dessus, clac, et après du coup on vient visser la perche à selfie en y incluant le petit accessoire de chez Ulanzi sur lequel j'ai accroché avec la griffe mon Rode Wireless Go 2, et du coup comme ça il disparaît sur la tranche de la caméra. On s'arrange pour mettre le fil bien comme il faut là dans l'axe aussi de la caméra, et comme ça on a une configuration en fait qui permet de cacher le micro et d'avoir le son de l'émetteur qu'on aura sur soi avec un micro-cravate par exemple, qui sera émis directement et enregistré directement sur la caméra. Donc voilà à quoi sert cette trappe du haut. Alors avant de passer à la suite, il y a un truc qui est hyper important pour cette trappe et aussi pour la trappe qui est en dessous, c'est de bien faire attention à bien les verrouiller parce que sinon la caméra n'est plus étanche. Donc quand je remets en place la mini trappe et que je la ferme, et bien ensuite là, si j'ai juste appuyé comme ça et qu'on voit un petit peu de orange, c'est que c'est mal fermé. Donc si je vais sous l'eau, et bien l'eau va rentrer. Pour ça, il faut bien s'assurer que le petit taquet soit vers le bas et qu'on ne voit plus la partie orange là, dans cette configuration là. Là par contre, c'est étanche. C'est vraiment super important, sinon elle prend l'eau et elle est foutue. C'est pareil pour la trappe qui est en dessous, qui est en fait la batterie. Cette trappe, c'est la batterie. Donc pour la charger, c'est soit comme je vous ai montré avec la prise USB-C qui est là, soit dans différents hubs de chargement. Ça, il y en a aussi qui existait pour la One X2.
Je sais pas s'il y en aura rapidement pour la X3, mais en tout cas, ça devrait arriver. Et cette batterie, quand on l'enlève, eh bien, on voit ici qu'il y a une trappe pour la carte micro SD qu'on peut insérer là-dedans. Donc elle est fournie à l'achat. Moi, quand j'ai reçu la caméra, il y avait une carte SD fournie qui marche très bien. Si vous en voulez une plus grosse, moi je prends toujours les cartes SanDisk Extreme Pro et ça marche très bien sur tous mes appareils. Hein. Même mon Canon EOS R6, je mets des SanDisk Extreme Pro, bon, des SD pour le coup, hein, pas des micro SD. Mais ces cartes Extreme Pro, moi j'ai mis une 128 Go sur la X3 et ça marche très bien. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 512, hein, il me semble, de mémoire sur la X3. Et quand on referme la trappe de la batterie, donc en mettant la batterie, eh ben c'est pareil que la petite trappe qui est au-dessus. Il faut vraiment bien s'assurer qu'on ne voit pas les parties orange, sinon c'est mal fermé, c'est pas étanche. Donc voilà, pensez bien à ça, ces deux trappes-là, il faut vraiment bien s'assurer qu'elles soient bien verrouillées avant d'aller dans l'eau ou de prendre la pluie avec la caméra. Vu que je parle de pluie, ben la X3, tout comme la One X2, c'est une caméra donc 360 d'action, hein, et elle est étanche à 10 mètres. On peut aller sous l'eau à 10 mètres avec cette X3, à condition encore une fois d'avoir bien fermé les trappes. Ça marche très bien, mais comme j'en parle dans mon test, le but c'est de faire des activités sportives, on va dire sur l'eau ou même sous l'eau, mais quand on va sous l'eau avec cette caméra là, des images 360 assemblées sous l'eau, c'est impossible sans avoir un caisson étanche. Ça j'en ai parlé plusieurs fois, hein, c'est à cause de la diffraction des rayons de lumière dans l'eau. Donc l'étanchéité à 10 mètres, c'est pas pour faire des images 360 sous l'eau, hein, c'est pour s'en servir sans souci quand il pleut, quand on fait du surf ou du kite, ou pour faire des images sous-marines avec un seul objectif. Sur le dos, on retrouve un témoin lumineux ici, dont la couleur change en fonction de ce que fait la caméra, et ici encore un petit micro, et bien sûr en dessous, on retrouve le pas de vis qui sert à brancher par exemple la perche à selfie. Voilà pour le tour d'horizon extérieur de la caméra. Maintenant on parle un petit peu de cet écran de 2,29 pouces. Alors cet écran, deux points. Premier point, déjà comme on l'a vu, il est plus grand que celui de la One X2, ce qui est vraiment sympa pour mieux voir les menus, les réglages, mais aussi pour mieux voir ce qu'on filme. Et le second point, c'est pas une évolution, c'est une révolution. L'écran tactile au niveau de la réactivité par rapport aux gestes qu'on fait, c'est somptueux. C'est le meilleur écran tactile que j'ai utilisé sur n'importe quelle caméra d'action de n'importe quelle marque. C'est vraiment génial. C'est au niveau de ce que j'ai sur mon Canon EOS R6 par exemple. C'est vraiment un sans faute et chapeau parce que c'est un vrai régal à utiliser. La transition est parfaite, maintenant on passe justement sur la partie 2 de la vidéo, les menus et les réglages sur l'écran de l'Insta360 X3. Alors première étape, pour allumer la caméra, bien sûr on appuie sur le bouton on-off sur le côté ici, mais ce n'est pas la seule chose à quoi il sert. Quand la caméra est allumée, des fois il peut arriver qu'elle se mette en mode veille toute seule, hein, ça on peut régler ce paramètre là, on le verra après, et dans ce cas là, pour la faire sortir du mode veille, il faut appuyer sur le bouton on-off une fois, et si on veut la mettre en mode veille manuellement, eh bien, il n'y a qu'à appuyer une fois là-dessus, hop, elle se met en mode veille. Donc l'écran s'éteint, mais la LED en bas reste allumée, et pour la faire quitter le mode veille, hein, ça ne marche pas en appuyant sur l'écran, il faut rappuyer sur le bouton on-off. Donc voilà à quoi sert ce bouton on-off. Le bouton qui est ensuite ici, on verra après, que menu à quoi il sert. Je continue sur les boutons du bas. Le bouton du bas en bas à droite, il sert à basculer entre le mode 360 dans lequel je suis maintenant. Donc là, elle utilise les deux objectifs, hein, tout est filmé. Si j'appuie sur le bouton qui est en bas à droite, c'est un raccourci pour passer directement sur un seul objectif. Donc là, par exemple, ça utilise l'objectif qui est côté écran, hein, et si je rappuie, ça passe sur celui qui est derrière. Hop, voilà. Là, je passe à l'objectif qui est externe, donc ça filme ce qui est derrière, et quand je rappuie, ça repasse en mode 360. Et en bas à gauche, on a le bouton déclencheur pour déclencher l'enregistrement, que ce soit photo ou vidéo, selon le mode dans lequel on est. Alors, il y a toujours un petit peu de latence, vous avez vu, entre le moment où on appuie et le début de l'enregistrement, il y a quelques secondes qui se passent. J'espère que ça pourrait être amélioré, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà pour ces boutons sur le côté. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des trappes, hein, mais j'ai pas dit que cette trappe-là, par exemple, n'était pas ouvrable. Il ne faut pas les ouvrir, ces trappes-là. Il y a des trappes de haut-parleurs et puis de micro qui ne sont pas du tout à ouvrir. Les seules trappes qu'on ouvre sont celles du côté, la petite et la grande, celles qui ont les petits taquets là pour faire levier. Voilà pour la partie bouton. Alors cet écran, alors comme vous le voyez, j'ai laissé la protection d'écran, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir de traces de doigts. J'ai pas encore fait mes images d'illustration pour mes deux vidéos sur la X3. Donc pour l'instant, je veux que l'écran reste propre et du coup, j'ai laissé cette protection dessus. Alors, pour ce qui est de l'écran, forcément, comme on l'a vu, il est tactile. Si je vais de la gauche vers la droite, j'ai accès aux médias que j'y ai enregistrés. Donc je peux les revisualiser. On peut aussi les voir comme ça en mosaïque pour les choisir, en choisir plusieurs et puis après éventuellement les supprimer plusieurs à la fois. Voilà pour cette partie, on va dire, lecture des médias. Je sors de là.
Hop. Si on va de la droite vers la gauche, on arrive sur l'onglet sur le menu de réglage des vidéos, un réglage d'exposition, tout ça. Là, je me suis mis donc en automatique, à la fois sur la balance des blancs, mais aussi sur l'exposition. Donc tout ça, on peut choisir de repasser en manuel. Si j'ai mis tout auto, mais si je veux, je peux passer la balance des blancs en manuel. Je vais la régler. Là, je suis à 5600 Kelvin dans mon studio vu mes lumières. Donc je vais la mettre comme il faut pour qu'on récupère une lumière, enfin une teinte correcte, 5500, voilà. Et en ayant mis la balance des blancs manuelle à 5500, j'ai quand même pu garder l'exposition automatique. C'est indépendant les deux. Donc voilà pour cette partie réglage de la balance des blancs. Et quand je suis en automatique, je peux choisir la compensation d'exposition, ici, là, elle est EV, pour demander à la caméra d'exposer un peu moins ou un peu plus par rapport à ce qu'elle aurait jugé intéressant. Et ici à gauche, on retrouve le profil de couleur vif. Alors si je passe en manuel maintenant, ces menus vont un peu changer parce que forcément, on va voir apparaître tout ce qui est réglage d'obturation. Là, j'ai le 1/50 de seconde au niveau obturation, et si je veux le changer, je le change manuellement comme ça. J'ai les ISO qui apparaissent là. Bref, tout est disponible bien sûr quand on passe en réglage manuel. Alors je remets en automatique et je sors de ce menu de réglage de l'image. Sur la partie, quand on glisse du bas vers le haut, on n'a pas de menu, d'accord? Et par contre, il y a le menu ici, là. Ce menu ici, alors en bas à droite, on a la rotation, c'est pour voir ce que voit l'autre écran. Par défaut, c'est ici, mais si on veut voir ce que voit l'autre écran, on appuie là. Et si je fais un appui long sur l'écran au milieu, je peux tourner comme ça pour voir vers où je veux, comme c'est filmé à 360 degrés, bien sûr. Je peux choisir et voir ce que voit la caméra dans n'importe quelle direction. Donc là, je choisis une direction, je sors de là, et après, bien sûr, ici en bas, on retrouve le réglage de la définition et du nombre d'images par seconde de la vidéo qu'on veut filmer. Voilà pour la partie réglage de base de ce menu vidéo. Maintenant, on va cliquer sur ici la caméra vidéo. Alors, quand on veut choisir le mode de prise de vue, on clique sur ce qui est en bas à gauche là, et on arrive donc sur le choix du mode de prise de vue. Et d'abord, on commence par choisir en haut si on veut un mode en 360 degrés ou un mode en lentille unique. Et les possibilités qu'on aura en dessous ne seront pas les mêmes. Vous voyez, en mode 360 degrés, j'ai tout ça. Et quand je passe en mode lentille unique, j'en ai moins, et j'ai aussi le mode Mi qui apparaît. Ce mode Mi, quand on met une perche à selfie sous la caméra filme vers la perche à selfie, donc elle vous filme vous, et après elle recadre directement en temps réel pour exporter ensuite une vidéo en 1080p 60 images par seconde de vous uniquement. C'est une sorte de gain de temps pour ne pas avoir à recadrer ensuite, et ça le fait aussi en 60 images par seconde, donc c'est un truc qui est sympa. Donc si je clique sur la caméra qui est en bas à gauche, je passe sur le menu où je peux choisir le mode, comment je veux filmer. Donc entre le mode vidéo que j'avais, un mode vidéo HDR, donc on peut filmer la vidéo HDR même en bougeant et tout ça. Par contre, il faut quand même de bonnes conditions de lumière, et ça va permettre d'avoir une image qui sera moins surexposée dans les endroits surexposés et moins sous-exposée dans ceux où il n'y a pas beaucoup de lumière. Ensuite ici on passe sur le mode timelapse. Alors le mode timelapse c'est intéressant parce que les nouveaux capteurs de 1/2 pouce de la X3 lui permettent de faire un mode timelapse en 8K. Donc on peut choisir ici la définition qu'on veut, entre 8K et 5,7K, et après ici le nombre d'images par seconde dans lequel on veut que le rendu final soit exporté. Voilà pour le timelapse, et bien sûr en haut ici l'intervalle, 4 secondes, on peut choisir selon ce qu'on veut faire. Moi en général quand c'est des nuages ou comme ça je mets 4 secondes et 2 secondes plus quand c'est des personnes qui marchent. Voilà pour cette partie timelapse. Je ressors de là, je passe sur la suite. Ici on a le timeshift. Timeshift ça sert à faire un timelapse quand on est en mouvement. Par exemple quand je fais un footing et que je veux un hyperlapse de mon footing, je mets le mode timeshift et du coup la caméra va faire une vidéo super bien stabilisée après pour que j'ai un résultat assez sympa comme vous avez dû le voir dans mon test de la X3. Pour le timeshift on n'a pas la main sur les réglages, c'est tout automatique et c'est exporté en 5,7K 30 images par seconde ou 25 ou 24. Voilà pour la partie timeshift. Je continue avec ici la partie bullet time. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mode bullet time, pour l'utiliser il faut cet accessoire ici, là c'est un fil dans un enrouleur qu'on vient visser sous la caméra. Et ensuite, on sélectionne Bullet Time, on peut prendre maintenant dans 4K 120 images par seconde ou 3K 180, je vous conseille de prendre le 4K 120. Et après, on fait tourner la caméra au-dessus de soi, comme ça, et on a comme résultat ceci. Donc ce Bullet Time en 4K 120, c'est une nouveauté sur la X3 et ça n'est pas disponible sur la One X2 par exemple. Alors ensuite ici on a l'enregistrement en boucle. Ça en fait quand on appuie dessus on va en bas et on va choisir déjà une fréquence d'image d'export du fichier, une définition et ici une durée.
Cette durée, elle va entre 1 minute et 30 minutes. Si on prend par exemple 5 minutes, ça veut dire que la caméra va enregistrer en continu pendant 5 minutes, et au bout des 5 minutes, elle va continuer à enregistrer, mais elle va écraser les 5 minutes précédentes. Ça, c'est pourquoi? C'est pour, par exemple, si on a un truc qu'on veut filmer, on sait que ça va se produire, mais on ne sait pas quand ça va se produire, et bien on va déclencher l'enregistrement en boucle, on surveille, et dès que ça s'est produit, on va arrêter l'enregistrement, et on aura 5 minutes précédentes enregistrées, avec ce qu'on voulait filmer qui sera filmé. Ça évite de filmer pendant 1 heure pour attendre que ce qu'on cherche se produise. Là au moins tout est écrasé au fur et à mesure et on n'a pas la carte SD qui se remplit pour rien. Voilà pour ce mode enregistrement en boucle. Ça c'est pas mal. Ici on a le mode Starlapse, ça j'ai pas encore pu l'essayer, il faut aller de nuit avec un beau ciel sans pollution lumineuse et enregistrer un beau timelapse des étoiles. Apparemment ça marche bien, j'ai vu des vidéos sympas sur ça mais j'ai pas encore pu l'essayer, ce mode Starlapse. Ici le mode rafale, donc il peut prendre une rafale de photos, ça peut être sympa, notamment quand on veut faire un truc, on sait pas vraiment si on va y arriver et du coup on fait la rafale et on est sûr comme ça d'avoir une photo qui sera bonne. Donc cette rafale, ça fera une photo 360, enfin plusieurs photos 360. Et on peut choisir bien sûr d'avoir un minuteur, ça peut être sympa par exemple sur une figure en skate ou un truc comme ça, on se met en mode rafale, on met un minuteur, enfin un retardateur à 5 secondes, on fait la figure, ou à 10 secondes, on fait la figure et après hop on est sûr qu'on aura plusieurs photos de la figure qu'on aura faite. Voilà pour le mode rafale. Ici on passe sur le mode intervalle, ça c'est un mode on va dire timelapse plus classique. Là, on peut choisir l'intervalle, bien sûr, et ici, on peut choisir la définition entre le 18 pixels et le 72, car oui, encore une fois, son nouveau capteur de 1,5 pouce permet à cette caméra de prendre des photos 360 en 72 mégapixels, comme je l'ai montré dans mon test de la caméra. Donc c'est pareil, ça marche aussi pour le mode intervalle. Là, je sors de intervalle, je me remets sur ça. Ensuite, il y a le mode photo HDR. Ça, c'est un mode qui marche très bien, que j'utilise souvent avec ces caméras, sur un monopode, la caméra immobile. Je choisis photo HDR, je mets un petit retardateur de 3 ou 5 secondes et je prends la photo. Là par contre en mode HDR, vous voyez on n'a pas accès à la définition de 72 mégapixels, c'est que du 18, enfin que entre guillemets. Alors on peut aussi régler ce HDR, quand on va à droite ici, on peut choisir si on veut du HDR fait avec 3 photos, 5 photos, 7 photos ou 9 photos et du coup choisir l'écart de V entre chacune des photos. Bien évidemment, si vous en avez le temps, prenez un bracketing de 9 photos, c'est là que vous aurez le meilleur rendu. Le mode photo normal, là-dessus, rien à dire, on a le choix entre 72 mégapixels et 18, et encore une fois, on a le choix de mettre ou non un retardateur. Voilà pour la photo 360, j'enchaîne, et là on revient sur la vidéo. Donc dans ce menu ici, là, on peut choisir n'importe quel mode pour la caméra, et on peut choisir si on utilise en mode 360 ou en mode lentille unique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en vidéo, quand je mets en vidéo en lentille unique, et bien là, ce qui est très très bien et qui est nouveau aussi, c'est que maintenant, cette vidéo de mono objectif, elle est en 4K aussi. Ça c'est vraiment top, c'était pas le cas sur la One X2. On a du 4K 25 sur ce mode mono lentille. Si jamais ici on va dans le menu, on voit qu'il y a différents choix pour le FOV, donc l'angle de champ. Quand on est au mode par défaut, c'est là qu'on a accès au 4K au maximum, avec fréquence d'image 30 images par seconde maximum. Et quand on passe dans d'autres modes, là par contre, on perd l'accès à la 4K. Donc là, hop, je valide ça. Et du coup, là, vous voyez, c'est maximum 2,7K. Pareil, quand je passe en 16 neuvième, j'ai pas accès à la 4K. Hop, je choisis 16 neuvième, 9 16e, on choisit l'un ou l'autre. Voilà, ici, on sort de là et j'ai pas accès à la 4K. Et en grand angle plus, c'est pareil, on peut choisir différents angles quand on utilise ce mode mono-objectif. Mais encore une fois, on n'a pas accès à la 4K. Le seul mode dans lequel on a accès à la 4K quand on est en mode mono-objectif, c'est le mode ici en haut à gauche, défaut FOV. Hop, je valide, et du coup c'est lui qui m'intéresse. Voilà, là je peux revenir sur du 4K 25 en mode défaut FOV. Voilà pour ces différents modes. Ça encore une fois c'est une grande nouveauté, de pouvoir avoir la 4K sur le mode mono-objectif, c'est vraiment top. Alors par rapport à une caméra d'action classique, forcément on est limité à du 30 images par seconde maximum, ça c'est la limite, mais sinon ça fait quand même une belle définition et on peut s'en servir du coup en caméra d'action quasiment classique on va dire, avec ce mode mono-objectif, y compris sous l'eau. Petite précision sur les 3 modes accélérés que sont intervalle,
Timelapse et Timeshift. Alors le timelapse, donc ça va vous exporter une vidéo, ça exporte un fichier vidéo, et c'est bien pour quand la caméra est immobile. À l'inverse, le timeshift, il est bien pour quand la caméra bouge, donc quand on est en déplacement, parce que ça va stabiliser en plus l'image. Et enfin, le mode intervalle, lui, en fait, ça exporte un dossier de photos, ça exporte des photos. Et donc ça, en général, moi, je m'en sers plus quand je veux, par exemple, faire un mouvement particulier et avoir la bonne photo pile au bon moment, et que je suis pas sûr d'y arriver. Du coup, je mets un mode intervalle, et sur les 100 photos ou 50 photos que j'aurais prises, eh bien, j'aurai de grandes chances d'avoir la bonne photo que je voulais dans le tas. Bien sûr, il y a le quatrième mode accéléré qui est le mode Starlapse, qui lui par contre est un peu différent, qui est fait pour la nuit, et celui-là encore une fois j'en ferai sûrement un test plus tard. Alors quand vous avez choisi un mode et puis différents réglages qui vous plaisent et que vous utilisez de manière assez fréquente, vous avez la possibilité de les sauvegarder dans un menu rapide, et c'est ce bouton ici là en bas Q qui sert à ça, le bouton Quick Menu, où on peut comme ça en appuyant sur le plus, sauvegarder le réglage actuel, soit dans un nom qui est prédéfini ici, soit dans un mode personnalisé ici, C1, C2, C3, C4, C5, voilà, c'est comme ça qu'on utilise ce bouton Q, il sert à mémoriser des réglages et à pouvoir les rappeler après facilement quand on en a besoin. Pour finir sur les réglages de la caméra, quand je fais glisser du haut vers le bas, j'ouvre les menus. Donc là, j'ai ici le son de la caméra, si je veux couper les bips qu'elle fait. Après, j'ai ici différentes choses qui sont sympas. Ici, j'ai la commande vocale qui pour l'instant n'est pas dispo en français, c'est que en anglais. Là, j'ai la partie voyant lumineux qu'on peut, si on souhaite, désactiver. Ça peut être intéressant quand on fait des images de nuit, par exemple, et qu'on ne veut pas que les voyants lumineux apparaissent sur une photo ou une vidéo qu'on prendrait par ailleurs. Ici, j'ai toujours la partie AirPod, on peut brancher des AirPods sur la caméra, je testerai ça plus tard. Ici, on a la partie télécommande Bluetooth. Ça peut être intéressant quand on utilise par exemple une montre connectée comme la Coros Vertix 2 qui peut télécommander à distance des caméras de chez Insta360. J'en avais parlé sur mon test de la Coros Vertix 2. Donc c'est dans ce menu-là qu'on va pouvoir appairer un appareil externe avec la X3, pardon. Ici, on retrouve la partie paramètres audio où on peut choisir entre réduction du vent, stéréo ou amélioration directionnelle. Ensuite ici on a la partie luminosité de l'écran qu'on peut choisir de baisser ou de monter pour préserver la batterie. Je reviens sur le menu. Ici, on retrouve le petit cadenas pour verrouiller l'écran, ce qui est quasiment indispensable quand on fait une activité nautique. Là, ça évite que des gouttes d'eau viennent changer les modes et les réglages. Et pour déverrouiller, hop, on déverrouille comme ça en faisant glisser du bas vers le haut. Je reviens sur les réglages. Là, ici en bas à gauche, on retrouve le menu des réglages généraux. Mode USB, ça c'est sympa quand on veut, c'est pour choisir ce que vous voulez que fasse la caméra lorsque vous la branchez à quelque chose. C'est là qu'on vient par exemple pour utiliser le Quick Reader, c'est ici qu'on choisit pour s'en servir de disque externe. Voilà, c'est comme ça que je fais moi. Ici on a le réveil Bluetooth, ça veut dire que si vous avez un appareil à côté qui va chercher la X3, il va pouvoir l'allumer comme ça. Donc ça c'est intéressant, mais par contre ça peut manger un petit peu de batterie. J'ai pas testé précisément ce que ça fait comme batterie en moins, mais je l'ai pour l'instant laissé couper. En tout cas, si vous voulez que votre téléphone puisse allumer la caméra, même quand vous ne l'avez pas allumé vous-même ici avec le bouton on-off, c'est ici qu'il faut laisser cette case cochée. La commande vocale, c'est ici quand on l'a choisi. Encore une fois, il n'y a pas le français, c'est ou chinois ou anglais. Pour l'instant, moi, je ne m'en sers pas. Ensuite, l'anti-scintillement, moi, j'ai laissé en automatique. C'est ici qu'on va pouvoir choisir entre 50 Hz et 60 Hz, selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Moi, en tout cas, je laisse en automatique, ça marche très très bien comme ça. Le bitrate vidéo, important, ça, il faut que vous choisissez l'option haute. Ça c'est pour que vos vidéos soient de meilleure qualité. Elles prendront plus de place, mais elles seront de meilleure qualité, donc mettez bien sur haute. En dessous, important aussi, la netteté. Netteté, ne laissez pas sur élevé, parce que ça va être trop net, et après on ne pourra pas l'enlever quand vous montrez la vidéo, et des fois c'est un peu pas très agréable comme rendu. Donc mettez-la sur bas ou sur moyenne. Moi d'ailleurs je vais même mettre bas. Voilà, ça a pris le bas là. Ensuite en dessous, le gain du micro externe, moi je le laisse sur plus 6 dB, ça a bien marché comme ça ce matin. C'est pour quand on branche un micro externe sur, comme je vous l'ai montré, là, sur la prise USB-C de la caméra. Veille automatique, c'est un petit peu court, ça me saoule un petit peu. Je vais l'augmenter un petit peu à 3 minutes. Voilà. Ensuite, je passe sur l'arrêt automatique de la caméra.
Lui, on va le monter à 5 minutes. Donc c'est au bout de 5 minutes d'inactivité, elle va se couper toute seule. Langue, oui, on a le français, d'accord? C'est pas une caméra qui est que en anglais ou en chinois. On a le français, donc ça c'est cool pour ceux qui ne parlent pas anglais par exemple. La carte SD, c'est ici qu'on va pouvoir venir la formater par exemple. Hop. Ensuite, le reste, ben voilà. Alors maintenant, on passe à l'application smartphone. Alors avant de commencer, je vais enregistrer mon écran pour vous mettre à l'image ce que voit mon écran. Alors c'est tout ce que je montrerai sera commun entre un smartphone Android ou un iPhone. Hein. Ça marche, l'application marche avec les deux. Par contre, il faut un téléphone qui soit assez puissant. Hein. Si vous avez un truc trop vieux, ça risque de ne pas marcher. C'est quand même des fichiers qui sont en 5,7K, voire en 8K pour les timelapse par exemple. Donc arriver à les traiter, les manipuler, les éditer, il y a des téléphones qui ne marcheront pas pour ça. Il y a une liste de smartphones compatibles sur leur site. Je mettrai le lien sous la vidéo. C'est parti. Donc je lance l'application Insta360 qui est ici. Première chose qu'on va vouloir faire, c'est se connecter à la caméra. Donc on appuie sur le logo caméra en bas. Et ici, si vous avez déjà une caméra de la marque, il vous mettra cette caméra ici. Mais là, on va aller prendre une autre. Haute caméra et je vais choisir, voilà, la X3 elle est ici, je le laisse se connecter, il va tout seul allumer Wi-Fi Bluetooth du smartphone si besoin, en tout cas sur iPhone, et après il va se connecter sans souci à la caméra. Forcément quand vous recevrez la caméra, il faudra commencer par la mettre à jour, hein, donc ce sera proposé par l'application. Si c'est pas le cas, il faut aller dans les réglages ici en bas à droite et voir ici sur version du firmware, et là vous aurez la mise à jour qui sera proposée ici. Tant que je suis sur ce menu-là, moi ce que je fais aussi, c'est que j'enlève ici le filigrane officiel. Hein. Voilà, si vous le laissez, vous aurez sur toutes vos vidéos le filigrane de la marque qui va apparaître. Et bon, si vous voulez leur faire de la pub, pas de souci, hein, vous avez le droit de faire ça. Hein. Mais bon, moi sur mes vidéos comme ça, je n'ai pas envie qu'il y ait marqué Insta360 partout sur mes vidéos. Donc je l'ai enlevé. Alors je ressors de ce menu-là, réglage, je repasse sur le menu de la caméra en cliquant dessus. Alors quand je clique sur le menu, sur l'onglet caméra, j'arrive sur ce que voit la caméra, je vais la poser comme ça. Voilà, du coup là j'ai accès à tout, vous pouvez voir le beau bazar qu'il y a sur mon bureau, voilà, je me mets ici plutôt, et ici donc on retrouve ce que voit la caméra. Si je déclenche l'enregistrement, pendant que j'enregistre, je continue à pouvoir visualiser l'image et naviguer dedans. Ça c'est un truc, j'arrive pas à comprendre qu'en 2022 GoPro n'arrive pas à le faire. Hein. Chez GoPro, quand on déclenche l'enregistrement, eh bien l'image se coupe, mais là par contre voilà, on garde bien la possibilité de voir partout pendant qu'on enregistre. Je coupe ça, ça c'est le déclencheur. On peut choisir bien sûr le mode dans lequel on veut faire des images, en bas ici, vidéo, photo, photo HDR, intervalle photo, tout ce qu'on a vu sur la caméra avant se retrouve là, avec ici soit le réglage auto, soit manuel pour tout ce qui est d'exposition et tout ça. On peut choisir de mettre les ISO à par exemple en mode automatique, tout en laissant l'obturation manuelle. Vous voyez, on peut garder une des valeurs automatiques et l'autre manuelle. Ça c'est quand même assez pratique. Je repasse sur automatique, je sors de là. Donc ici, je vous ai montré qu'il y avait les différents menus, mais forcément, ici en bas à droite, quand on clique, on les retrouve tous rangés différemment, pour ceux qui veulent les choisir plutôt comme ça. Alors il y a le menu, le mode aussi live ici, que j'ai pas encore testé. Peut-être que je ferai un live avec cette caméra plus tard, je verrai ça. Donc voilà pour ces parties du bas de l'image. Quand je sors de là, en haut à droite, je retrouve ici le mode dans lequel je filme, 5,7K 30 fps, je vais passer en 25 images par seconde. Voilà, ça c'est comme ça que je filme en général. Et ici, en haut à droite, on retrouve un petit menu où on peut choisir d'afficher l'histogramme de luminosité. Et ici, on trouve GPS. Quand on l'active, en fait, ça va se servir du GPS du smartphone pour localiser les images que vous prenez. Et c'est pratique pour ceux qui, après, uploadent leurs images sur Google Street View. Ils auront directement la position précise qui sera intégrée au fichier. Et donc, Google Street View va mieux arriver à les placer sur la carte. Voilà pour ceux qui veulent faire du Google Street View. C'est là qu'il faut activer le GPS. En bas à gauche, là, j'ai le dernier fichier que je viens d'enregistrer. Si je clique dessus, hop, il me lance le dernier fichier enregistré. Ici à droite, on retrouve le bouton pour passer de 360 à mono-objectif. Et ici en haut, pour finir là-dessus, on retrouve le bouton pour choisir le profil de couleur entre standard, vif ou log. Donc là, moi, je vais rester en vif pour l'instant. Voilà pour ce mode prise de vue. Maintenant, j'en sors ici et je vais aller dans l'onglet album en bas à gauche. Alors, ce menu album vous montre les images qui sont enregistrées sur la caméra. Vous voyez, c'est marqué en haut à gauche la caméra. Mais quand je clique sur caméra, je peux aussi choisir d'aller prendre les images
images locales, ça veut dire celles qui sont que j'ai sauvegardées sur l'application, sur le smartphone. D'accord? Donc là, je reviens sur caméra et du coup là, je lis vraiment, je vois vraiment les vidéos et photos que j'ai enregistrées sur ma caméra. Donc quand je clique sur celle-ci là que j'ai prise ce matin en VTT, bah hop, elle se lit depuis la caméra hein, avec la connexion Wi-Fi Bluetooth là. Mon téléphone, l'application arrive à lire le fichier qui est sur la caméra. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je choisis de télécharger le fichier, de le mettre sur mon téléphone, et après je pourrais éteindre la caméra et travailler là-dessus, mais le défaut c'est que du coup ça va prendre beaucoup de place sur mon téléphone. Je peux aussi choisir de travailler ce fichier tant qu'il est encore sur la caméra et de l'éditer vraiment, de le couper, de choisir les angles, tout ça de vue, et une fois que j'aurai fini de le travailler, de n'exporter sur mon téléphone que le résultat, et du coup ça prendra beaucoup moins de place. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là cette petite vidéo, je vais commencer par la travailler. Si je voulais, je pourrais appuyer sur, tant que je suis ici là, sur ciseaux, pour venir la couper, et vous voyez ça j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà trimé, au début elle était beaucoup plus longue, et j'ai déjà trimé comme ça avec mon doigt pour choisir un tout petit bout. Là je vais valider cette petite portion, donc on peut comme ça choisir un petit bout à travailler, et du coup ensuite on fait bouger, quand on appuie sur l'écran une fois, ça joue, quand on rappuie ça s'arrête. Je peux aussi avancer, reculer en faisant bouger ici la barre, la timeline en bas. Et je vais commencer par mettre un point clé, donc là je vais commencer comme ça, je mets sur plus, donc ce point clé il sera avec un grand angle comme c'est marqué là. Si j'avance un petit peu, je vois que ici j'ai envie qu'il y a autre chose, ben je m'arrête et je vais rajouter un point clé, et là par contre je vais changer le FOV, je vais mettre par exemple en linéaire, vous voyez. Donc ce point clé là il va être comme ça sur une vue linéaire. Je vais d'ailleurs peut-être l'enlever pour peut-être plus mettre sur mon visage. Voilà, j'ai remis un petit point clé. Donc pour l'enlever, vous avez vu, hein, on appuie sur la croix et le point clé s'efface. Si on n'est plus dessus, on revient dessus comme ça et hop, il y a la croix qui apparaît. Donc voilà, là du coup ça va passer comme ça de l'un à l'autre, d'une des vues à l'autre, de manière progressive pour finir sur la vue linéaire que j'ai choisie. Si je veux ensuite faire une transition beaucoup plus rapide, donc déjà là je vais faire un petit point clé ici pour, en tournant pour que ça me laisse tout le temps centré, et après je vais refaire jouer à peine, et ici le point suivant, on va choisir par exemple un point qui n'a rien à voir, on va faire une vue vers l'avant, hop, vers l'avant comme ça, là j'y vais, un point clé. Du coup là ça veut dire qu'il y aura une transition assez rapide entre vue de moi et vue vers l'avant, regardez. Voilà. Maintenant, si je veux rester comme ça quelque temps, j'y reste. À la fin, je veux changer, donc je vais mettre un point clé dans cette même vue-là, et dans la foulée, si je veux faire une transition rapide, je vais revenir sur moi, par exemple, et là, remettre un point clé avec un angle, par exemple, grand angle. Voilà, tac. Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait comme transition. Hop, on est là. Soleil, c'est possible. Voilà, et on passe sur le grand angle. Donc vous avez compris l'idée, on peut comme ça mettre autant de points clés qu'on veut pour avoir un montage ben voilà, qui nous correspond. Quand on est prêt et qu'on veut sauvegarder ça, on clique sur exporter et le résultat sera mémorisé directement dans l'application photo de mon iPhone. Et du coup, j'aurais pu travailler comme ça le fichier original qui est encore sur la caméra et en exporter directement un petit montage sur mon iPhone, sans avoir à le télécharger et à massacrer ma mémoire de mon iPhone. Voilà un petit peu comment ça marche pour travailler rapidement une vidéo et en faire une petite vidéo sympa sans avoir à la télécharger sur le téléphone. Maintenant, pour ceux qui veulent télécharger les fichiers sur leur téléphone, bien sûr c'est possible, hein, et ça peut être intéressant pour les travailler plus tard ou pour les travailler plus rapidement, parce que par exemple si vous avez un smartphone qui rame un petit peu à faire ce que je viens de faire, eh bien il est possible que quand le fichier soit intégralement sur le smartphone, il arrive mieux à le travailler. Dans ce cas-là, eh bien quand on est sur ici l'onglet où on voit tous les fichiers, on peut venir cliquer sur la sélection ici, en choisir un, ou deux, ou trois, ou 10, et faire ensuite ici la flèche vers le bas pour importer ces fichiers sur le téléphone. Alors là, comme celui-ci, j'ai déjà trimé, j'ai déjà coupé, il me demande si je veux importer que le fichier coupé, trim clip, ou si je veux importer la vidéo complète. Il met aussi leur taille. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi, bien sûr, mettre sur votre téléphone les fichiers qui sont sur la caméra, soit mettre les fichiers originaux complets, soit les fichiers que vous savez déjà un petit peu commencer à travailler, et soit en mettre 1 ou 2 ou 3 ou 10. Alors maintenant, on parle des stories. Les stories, c'est en fait des sortes d'animations automatiques, des effets automatiques faits par l'application avec des plans vidéo que vous aurez filmés au préalable. On les trouve dans le menu d'accueil en bas à droite, là il y a marqué stories, et quand on clique dessus, on arrive sur une page avec plein d'exemples de vidéos et le nom de la story correspondante. Donc première chose, c'est que d'une part, ces stories, c'est marqué souvent dans le tuto qui correspond, qu'il faut les faire, faut filmer les plans pour faire ces stories en 30 images par seconde. Alors pour info, ça marche aussi en 25, donc filmer en 25 ou 30.
ça marchera pour faire une story. Le second point, c'est qu'on peut faire une story alors que les plans vidéo sont encore sur la caméra et n'ont pas été téléchargés sur l'application smartphone. Voilà pour les bases à savoir pour ces stories. Maintenant, je passe sur 3 exemples concrets. Alors, il y a plein de stories différentes, hein, mais j'en prends 3 qu'on voit maintenant en détail. Je vais commencer par le flash dash. Lui, je le fais souvent quand je suis en footing ou même des fois en marche tranquille. Et pour ça, il faut mettre la caméra avec la perche à selfie déployée comme ça. Moi, je la mets souvent dans mon dos comme ça derrière moi et je marche ou je cours. Ça pendant, on va dire 1-2 minutes. Ensuite, je vais sur l'onglet story. Je prends la story flash dash et là-dessus, je vais aller choisir d'ajouter le clip en question. Ensuite, l'appli me demande de sélectionner une cible, en l'occurrence moi. Donc, je fais un appui long sur moi pour sélectionner la cible qui va traquer sur tout le long du plan. Et étape suivante, ça va être de choisir des moments où je veux que l'image s'accélère fort pendant ce plan-là. Donc on peut en prendre 1, 2, 3, 10, hein, on peut répéter ces différents moments et du coup ça fera des moments où ce sera accéléré avec l'éclair là et des moments qui seront à vitesse normale. Voilà comment marche le flash dash et à la fin il y a l'export d'une vidéo qu'on peut exporter du coup pour faire après une story ou quoi. C'est un truc qui est sympa et qui est un petit peu rigolo quoi. Second exemple, je vous montre le cinélapse. Pour ça il faut sélectionner au moins 2 plans différents de 1 minute minimum chacun et après ce cinélapse, ce qu'on va faire c'est que l'application va automatiquement créer une animation, un peu comme si un drone FPV volait en prenant des images des parties de ces 2 plans, des fois pas forcément dans l'ordre, hein, ça fait un peu ce que ça veut et à l'issue voilà, on a encore une vidéo à exporter qui peut être sympa à partager. C'est ce que j'ai fait récemment sur mes réseaux sociaux quand je testais la caméra le week-end dernier. Voilà pour le cinélapse. Le flylapse c'est similaire mais avec un seul plan, c'est un peu le même style de plan qu'on obtient, un peu façon FPV. Troisième exemple, je parle du shadow clone. Celui-là est un petit peu différent et plus compliqué à la prise de vue. Il faut commencer par poser la caméra sur un trépied ou sur un monopode, on va dire en position centrale par rapport à la scène où vous allez évoluer. Et après, on va faire différentes choses en tournant autour de la caméra. Donc l'idée, c'est d'avoir à la fin ce rendu-là, où on se voit simultanément faire plusieurs choses à l'image. Et pour ça, il faudra rester dans chacun des emplacements où on fait les choses au moins 10 secondes. Donc concrètement, moi j'ai commencé par me mettre sur la corde à sauter. J'en ai fait un petit peu. Après, rapidement, je suis passé sur les pompes, un petit peu de pompe, après je suis passé sur le frog stand et finalement j'ai fait l'équilibre sur le mur. Donc ces positions là, il faut y rester encore une fois au moins 10 secondes. Quand on a fait sa prise de vue complète, sans faire de coupure, hein, c'est une seule prise de vue complète dans laquelle on passe d'une position à l'autre. Ensuite sur l'application, du coup on va faire pareil, on va faire le tracking du sujet, il va automatiquement reconnaître les différentes positions et faire un petit montage automatique dans lequel on se voit plusieurs fois à l'écran en tournant la caméra comme ça. Bref, c'est un truc qui est plutôt rigolo et assez original. Celui-ci, là, je l'ai posté ce week-end sur mon compte Instagram secondaire dédié au sport et ça a pas mal marché comme story. Et voilà, c'est un peu le style de choses qui sont possibles dans les stories. À vous de voir pour chacune des stories le tuto qui est marqué et puis d'essayer de faire les prises de vue en accord. C'est une des forces de l'application de Insta360. Pour finir sur l'application, un dernier point qui est arrivé très récemment et que ça faisait des années que j'attendais, mais vraiment des années, c'est qu'on peut maintenant enfin animer des photos sur l'application. Ça c'est vraiment top, avant c'était impossible. Donc on prend une photo 360 avec la caméra, après on va sur l'application dans l'album, on la récupère, et là on peut appuyer sur animer, et ça nous amène sur une page où il y a plusieurs animations pré-programmées. On peut donc choisir l'animation qu'on veut faire sur la photo 360 en question. Malheureusement on n'a pas encore la main pour passer en mode manuel et choisir vraiment soi-même quelle animation on veut faire, comme c'est le cas sur l'application par exemple Theta+, mais bon c'est déjà bien qu'on puisse animer avec ces trucs préprogrammés et ça marche bien, c'est un gros plus récemment amené sur l'application et c'est du beau travail. Alors pour finir, maintenant on parle du logiciel Insta360 Studio. Alors j'en ai fait une vidéo vraiment complète, détaillée, il y a quelques mois quand il avait été complètement repensé, refait. Cette vidéo, je mets son lien ici, ceux qui ne savent pas comment ça marche, allez la voir, j'explique absolument tout sur ce logiciel. Dans cette vidéo, je vous parle que de quelques petits points à savoir. Premier point, c'est que ce n'est pas un logiciel de montage vidéo. Vous ne pourrez pas monter plusieurs plans vidéo, mettre des musiques et tout, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas fait pour ça. Ce n'est qu'un logiciel pour traiter les fichiers 360 pris par vos caméras de la marque. Donc ça veut dire concrètement que ça se fait fichier par fichier. On va pouvoir choisir, recadrer, choisir les points de vue, choisir ce qu'on veut faire avec l'audio, tout ça, la qualité d'image. Et quand on a fini un fichier, on l'exporte. On peut après le retravailler et le réexporter différemment. Mais c'est vraiment pour y aller fichier par fichier. Et c'est que après qu'on a tout exporté, tous ces fichiers, que là on les passe dans un logiciel de montage vidéo pour en faire une vraie vidéo avec une musique et tout si on le souhaite. Voilà, ça c'est vraiment une question que j'ai souvent. Ce n'est pas un logiciel de montage vidéo, ce n'est qu'un logiciel pour travailler les fichiers photos et vidéos 360, mais un par un.
Second point à savoir, c'est qu'il y a des choses qui sont sur l'application et qui ne sont pas sur le logiciel, comme par exemple les stories. On n'a pas de story sur le logiciel. Donc comment ça marche? C'est à vous de voir comment vous voulez travailler, hein. Déjà selon l'ordinateur et le smartphone que vous avez. Si vous avez un smartphone et un PC ou un Mac puissant et récent et que vous pouvez travailler de manière indifférente en termes de puissance sur les deux, eh bien c'est au cas par cas qu'il faudra voir. Moi ce que je fais, c'est que quand je veux faire un petit post rapide pour une story comme ça, en général je le fais sur l'application smartphone parce que je la branche à la caméra, enfin je la relie par Wi-Fi à la caméra, c'est hyper rapide, je sors une vidéo propre et puis je l'envoie. En revanche, quand je veux faire une vidéo un peu plus travaillée, comme celle que vous voyez aujourd'hui par exemple, là, ou comme mon test aussi de la X3, là par contre je veux des fichiers avec une bonne qualité, et en général je le fais sur, enfin même tout le temps, hein, je le fais sur le logiciel, et quand j'ai fini de travailler mes petits plans vidéo, je les exporte au format ProRes, à l'encodage ProRes, ce qui me permet de garder un maximum de détails, et ensuite je les mets dans DaVinci Resolve, mon logiciel de montage vidéo, pour assembler tout ça. Donc c'est vraiment une façon de travailler qui est un peu plus pro, hein, le logiciel, parce qu'on peut utiliser le ProRes en export. Il y a aussi, on peut exporter par batch, là on peut travailler plusieurs fichiers, les mettre dans la queue d'export, et d'un coup exporter tout pendant la nuit ou pendant qu'on part. C'est un truc qui est très pratique, très pro. Moi j'aime bien bosser comme ça et utiliser l'application quand j'ai un truc à poster juste après une activité ou comme ça. Ça c'est vraiment à vous de voir, mais quoi qu'il en soit, un truc qui est important, c'est qu'il faudra un PC ou Mac qui sera assez performant et récent pour traiter ces fichiers, hein. Je vous rappelle que ce sont des fichiers qui sont en 5,7K pour les vidéos, des fois en 8K pour les timelapse, tout ça de la X3. Donc tout ça avec un PC qui a 15 ans, ça ne marchera pas, c'est sûr. Donc c'est à vous aussi d'y penser à l'avance. Mais ce point-là, il est valable pour toutes les caméras que je teste, hein, que ce soit une GoPro ou autre. Ce sont des fichiers qui sont maintenant assez lourds, hein, et qu'il faut, pour arriver à travailler, avoir un PC, un Mac ou un smartphone qui soit assez récent, assez puissant. Alors je vous mets sous la vidéo en description le lien, vraiment tuto complet sur ce logiciel. Je mets ici le lien vers une vidéo où j'explique comment j'utilise ces caméras 360 pour me filmer en course à pied. Ici une vidéo dans laquelle j'explique tout ce que je sais sur comment prendre des images aquatiques, subaquatiques avec ces caméras 360. Et ici c'est pour vous abonner à ma chaîne. Si ça vous a plu ou été utile, pensez à me le dire en commentaire, à mettre un gros pouce bleu bien gras, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.